C'est un peu comme si on observait l'évolution d'une entreprise sur plusieurs décennies. Genre, imaginons une petite start-up qui prétend fonctionner comme une coopérative, tu vois, parfaitement égalitaire. Ouais, le genre de boîte où tout le monde est soi-disant sur le même pied d'égalité. Exactement. Les décisions semblent partagées, le grand patron se fait appeler par son prénom à la machine à café, bref, l'ambiance détendue. Mais en fait, sous la pression d'une hyper-croissance, de crise financière à répétition, cette même structure se métamorphose complètement. Elle mute, hein, carrément. C'est ça. Et 500 ans plus tard, c'est devenu une multinationale étouffante. Le PDG est littéralement intouchable, il est entouré de gardes du corps, et il te dit tranquillement qu'il dirige de droit divin. Et aujourd'hui, on va pas parler de la Silicon Valley, mais bien de l'Empire romain. Et honnêtement, le parallèle est étonnamment pertinent, parce que quand on regarde la trajectoire vertigineuse de Rome, on regarde pas juste de vieilles ruines, quoi. On assiste vraiment à la mutation d'un système de pouvoir absolu. Bah oui, et c'est exactement la mission de notre exploration d'aujourd'hui. On a rassemblé une montagne de sources pour ceux qui nous écoutent. Il y a des textes historiques, des lois impériales, des correspondances privées. Même des pièces de monnaie. Ouais, même des pièces de monnaie. Tout ça pour couvrir une période qui donne un peu le vertige, hein. On part de 27 avant notre ère pour aller jusqu'à la fameuse chute de l'Occident en 476. C'est une sacrée tranche d'histoire. C'est clair. Et l'objectif, du coup, c'est de comprendre comment une machine d'État d'une telle ampleur a pu être gouvernée pendant un demi-millénaire. Comment on passe de ce qu'on appelle la fiction républicaine du tout premier empereur Auguste à cette bureaucratie sacralisée, écrasante et même un peu paranoïaque de l'Antiquité tardive. C'est vraiment un sujet fondamental, tu sais, pour quiconque s'intéresse à la mécanique de l'État en général. Parce que l'Empire romain, c'est un peu le laboratoire grandeur nature ultime pour observer comment une institution s'adapte. Ou ne s'adapte pas, d'ailleurs. Exactement. Face à des défis titanesques. On y trouve des mécanismes hyper modernes, en fait. L'hypercroissance, l'inflation galopante, et surtout le prix exorbitant de la complexité administrative. Alors pour bien comprendre l'ampleur de ce changement, faut qu'on commence par le point de départ de nos sources. Donc, le Principat d'Auguste, en 27 avant Jésus-Christ. Faut vraiment s'imaginer le contexte de l'époque. Auguste sort d'un siècle de guerre civile hyper sanglante. Une vraie boucherie. Ouais, et surtout, il a vu de ses propres yeux ce qui arrivait à son grand-oncle et père adoptif, Jules César. César, il s'était déclaré dictateur à vie, il a froissé toute l'élite sénatoriale, et il a fini poignardé de 23 coups de couteau en plein milieu du Sénat. Ce qui calme un peu les ambitions affichées, on va dire. C'est ça. Donc Auguste, il est pas bête, il comprend très vite qu'il peut pas juste débarquer, prendre une couronne et s'autoproclamer roi. Ce serait un suicide politique immédiat. Le traumatisme des ideux de Mars, c'est vraiment la clé de tout le système augustéen. Il a très bien compris que les Romains détestent viscéralement le mot « roi ». Du coup, il devient un maître absolu, mais de la communication politique, En vrai spin docteur de l'Antiquité. grave. Il instaure ce qu'il appelle le Principat, et officiellement, son grand projet, le discours qu'il sert au peuple, c'est la restauration de la République. Le Sénat siège toujours, on continue d'élire des consuls chaque année. On vote des lois, tout paraît normal. Ouais, tout pareil. Et lui, il se présente simplement comme le princeps. Ça veut dire le premier des citoyens. Genre, celui qui donne son avis en premier, juste par pur prestige, quoi. Sauf que, bon, dans les faits, c'est une toute autre histoire, hein. L'historien Claude Nicolet, qu'on a beaucoup consulté dans nos notes, il qualifie ce système de monarchie déguisée. C'est totalement ça. Parce que derrière les sourires, la modestie de façade, Auguste concentre l'essentiel du pouvoir réel, l'impérium. Et ce qui m'a vraiment frappé quand on analysait les sources, c'est la ruse monumentale de son compromis territorial. C'est brillant. Ah, c'est là que réside tout son génie politique. En fait, il sépare les provinces de l'Empire en deux catégories hyper distinctes. D'un côté, il confie au Sénat la gestion des provinces pacifiées qui sont super riches, genre l'Afrique du Nord, l'Asie mineure. De très bons postes, quoi. Ouais, des postes prestigieux, parfaits pour flatter l'ego des sénateurs. Ils sont contents, ils s'enrichissent. Et de l'autre côté, l'air de rien, Auguste se réserve les fameuses provinces impériales. Donc celles qui sont sur les frontières, la Gaule, la Syrie, tout le long du Rhin. En gros, il leur dit « Ne vous inquiétez pas, je gère les zones difficiles ». C'est tellement habile. Politique qui repose sur le maintien des apparences, comme on a dit, mais aussi sur une formidable machine d'intégration. Ouais, parce que Rome, elle se contente pas juste de conquérir des territoires, elle les assimile. Exactement. Et l'outil principal de cette assimilation, c'est la citoyenneté romaine.
Au début de l'Empire, faut se rappeler que c'est un privilège très restreint. Être citoyen, c'est avoir des droits juridiques supérieurs. Tu peux faire appel à l'empereur, t'échappes à certains châtiments corporels. C'est le statut VIP en fait. C'est ça. Et Rome s'en sert un peu comme d'une carotte, tu vois, pour fidéliser les élites des peuples qu'ils viennent de conquérir. Mais justement, cette logique d'assimilation, ça nous amène à un point de bascule hyper fascinant de nos sources, en l'an 212 après Jésus-Christ, le fameux édit de Caracalla. L'empereur Caracalla, d'un coup, décide d'accorder la citoyenneté romaine à absolument tous les hommes libres de l'Empire. Tous, sans exception. Du jour au lendemain, un paysan gaulois ou, je sais pas, un artisan syrien devient autant citoyen qu'un riche sénateur de Rome. Mais attends une seconde, si on donne ce statut d'élite à tout le monde d'un seul coup, être romain, ça veut plus rien dire du tout, non? C'est comme si on distribuait la carte VIP à tous les clients à l'entrée d'un club, ça détruit la valeur du truc. Bah mathématiquement, ouais. Du coup, c'était quoi son but? C'était, je sais pas, un grand élan d'universalisme, une pensée philosophique? Alors, l'histoire a souvent voulu y voir un beau geste d'unité impériale, tu vois, la grande fraternité. Mais quand on grette un peu les sources juridiques et surtout fiscales, le tableau il est beaucoup plus cynique que ça. Je m'en doutais. C'était pas du tout un élan d'humanisme, c'était un redressement fiscal déguisé, tout bêtement. Faut savoir qu'à l'époque, il y avait des impôts très spécifiques qui ne frappaient que les citoyens romains. Ah, genre quoi? Notamment la taxe sur les successions, le fameux 5% sur les héritages qu'on payait à la mort de quelqu'un, et aussi la taxe sur l'affranchissement des esclaves. Ces taxes-là, les provinciaux non citoyens ne les payaient pas. Ah, l'arnaque absolue. Donc, en rendant tout le monde citoyen, Caracalla, il faisait pas un cadeau du tout. Il disait juste à des millions de provinciaux « Félicitations les gars, vous êtes citoyens romains, et au fait, voici votre nouvel avis d'imposition. » C'est ça, la douloureuse. Il a juste élargi l'assiette fiscale de manière brutale, quoi, pour remplir les caisses de l'État. C'est d'un cynisme incroyable. C'est le pragmatisme romain à l'état pur. Au début du IIIe siècle, faut dire que les caisses se vident sérieusement. L'armée demande des augmentations de solde régulières pour rester loyale. Donc, en uniformisant le statut de tout le monde, Caracalla, il simplifie la perception de l'impôt et il fait rentrer massivement de l'argent frais pour payer ses soldats. Parce que, et c'est là le cœur du problème, l'armée commence à réaliser qu'elle détient en réalité le vrai pouvoir politique. L'empereur dépend d'eux. Complètement. Et ça, cette montée en puissance de l'armée, ça nous propulse directement dans une période qui semble honnêtement sortie d'un mauvais scénario de film dystopique. L'année 103. L'année des 5 empereurs. Ouais. Ce qui m'a vraiment fait halluciner quand je lisais les documents, c'est cette scène de la vente aux enchères de l'Empire. En gros, l'empereur Pertinax vient de se faire assassiner par sa propre garde prétorienne, qui est, rappelons-le, censée le protéger. Une petite ironie de l'histoire, oui. Rome est sous le choc absolu. Et que font ces soldats mutinés? Ils montrent sur les remparts de leur camp militaire et ils crient aux sénateurs en bas qu'ils vont littéralement vendre le trône de l'Empire romain au plus offrant. C'est surréaliste. Et le pire là-dedans, c'est qu'il y a des acheteurs qui se présentent. C'est pas une blague. On a Sulpicianus, qui est le beau-père de l'empereur défunt, qui fait une offre. Il n'a pas perdu de temps, lui. Non, pas du tout. Et face à lui, t'as un richissime sénateur, Didius Julianus, qui surenchérit. Et lui, il promet carrément une prime monstrueuse à chaque soldat de la garde. Et c'est Julianus qui l'emporte. Attends, il a littéralement acheté l'Empire avec son propre compte en banque. C'est dingue. Il a acheté le monde connu, ouais. Sauf que, bon, on va pas se mentir, son petit investissement a pas été très rentable. Il est renversé et exécuté quelques semaines plus tard par les Légions de la Frontière, qui étaient menées par Septime Sévère. C'était couru d'avance. Ouais. Mais structurellement parlant, ce petit événement, ça montre vraiment que le masque d'Auguste est tombé. La fiction républicaine, c'est fini. L'armée, elle sert plus du tout l'État. L'État est devenu le butin de l'armée. Le basculement, il est total. Septime Sévère, quand il arrive, il fonde une nouvelle dynastie. Et il assume pleinement cette militarisation du pouvoir. Fini les sourires au Sénat, tu vois. Les sources nous rapportent même ce conseil, qui est assez glaçant, qu'il donne à ses deux fils, Caracalla et Geta, sur son lit de mort. Il leur dit, je cite, « Entendez-vous bien, enrichissez les soldats et méprisez tous les autres. » Sympa l'ambiance familiale. Surtout que ses fils ont pris la consigne au pied de la lettre, enfin, particulièrement la partie sur le mépris. L'entente n'a pas duré très longtemps entre les frères. Oh que non. Il y a cette preuve archéologique d'ailleurs qu'on trouve dans nos sources, le fameux tondo sévérien. C'est bouleversant à voir, c'est une petite peinture sur bois, un portrait de famille, ce qui est très rare pour l'époque. On y voit Septime Sévère, sa femme Julia Domna, le jeune Caracalla, et un grand vide, juste à côté. Une grosse tache effacée. Voilà, du bois gratté.
Parce que Caracalla a fini par faire assassiner son propre frère, Geta. Il a pris le pouvoir tout seul et il a décrété ce qu'on appelle la damnatio memoria. La damnation de la mémoire. Exactement. Il a fait effacer le visage et le nom de son frère de toutes les peintures, toutes les inscriptions, toutes les pièces de monnaie de l'Empire. C'est l'effacement pur et simple de son existence. Et le truc, c'est que cette ambiance digne d'un règlement de compte mafieux, elle reste pas confinée au couloir du palais. Elle contamine tout le système, de haut en bas. Et ça nous plonge dans ce que les historiens appellent l'anarchie militaire du IIIe siècle. Eh ben, l'anarchie, le mot est faible. Ouais, de 235 à 284, c'est le chaos absolu. C'est simple, on compte plus de 50 empereurs en 50 ans. L'immense majorité d'entre eux meurent assassinés par ses propres troupes ou alors tués sur le champ de bataille. C'est une boucherie continue. Et pendant que les Romains passent leur temps à s'entretuer, devine ce qui se passe. Les frontières explosent. Les Francs, les Alamans font des incursions. Et à l'est, t'as le nouvel empire perse des Sassanides qui pousse très fort. En fait, en lisant cette chronologie, je me faisais la réflexion que l'empereur au IIIe siècle, c'est devenu un simple fusible dans une installation électrique défectueuse, tu vois. Infusible, c'est-à-dire? Si le fusil parvient pas à stopper une invasion barbare à la minute, ou pire, s'il a plus assez d'or pour payer la prime de ses légions, paf, l'armée le fait sauter et en branche un autre immédiatement, espérant que le courant passe mieux. Ah, c'est une excellente image, c'est exactement ça. L'instabilité est telle que l'Empire commence à se fragmenter de l'intérieur. Il y a ce cas incroyable dans nos sources. Spensianus, un obscur commandant militaire quelque part en Transylvanie. Ah oui, l'empereur fantôme. C'est ça, hein. On ne connaît son existence que parce qu'on a retrouvé quelques pièces de monnaie assez grossières frappées à son effigie. L'Empire central s'était tellement effondré que des chefs locaux, ils s'improvisaient empereurs dans leur coin, ils frappaient leur propre fausse monnaie, juste pour maintenir l'illusion d'un ordre économique face à l'isolement. Mais mathématiquement, un système qui offre une espérance de vie de quoi? Quelques mois à son dirigeant, il ne peut pas survivre à des pressions extérieures aussi massives. C'est impossible. C'était la mort assurée de l'Empire. À moins d'un miracle. Voilà. Et c'est là qu'en 284, un soldat d'origine assez modeste prend le pouvoir et décide qu'il faut carrément changer l'intégralité du logiciel de l'État. C'est Dioclétien. Le fameux. Il comprend une chose très simple, l'Empire est devenu trop vaste. Les menaces sont trop nombreuses, trop simultanées pour qu'un seul homme puisse galoper d'un bout à l'autre et gérer toutes les frontières en même temps. Alors Dioclétien, il invente un nouveau concept, la tétrarchie, donc le pouvoir partagé à 4. Voilà, on divise pour mieux régner. Il y a 2 empereurs principaux, les Augustes, et 2 empereurs adjoints qui sont en fait leurs successeurs désignés qu'on appelle les Césars. Chacun prend en charge un quart de l'Empire. Mais attention, c'est pas qu'une simple réforme géographique ou militaire. Dioclétien, il change la nature même de ce que ça signifie être empereur. Ah oui, là, le changement de ton est brutal. Fini le princeps bonhomme qui se promène en toge sur le forum pour discuter de la météo avec les sénateurs, quoi. On entre dans la période du dominat. L'empereur devient dominus noster, ce qui veut dire notre maître ou notre seigneur. C'est un glissement complet vers la monarchie absolue de droit divin. Il s'inspire énormément des cours orientales. L'empereur, maintenant, il s'enferme dans son palais, il porte le diadème, des vêtements en soie pourpre brodés de pierres précieuses. Intouchable, quoi. Exactement. Et pour créer une barrière vraiment infranchissable avec le commun des mortels, Dioclétien, il impose la proskinèse. Ah, ça c'est un mot compliqué pour dire un truc hyper humiliant, non? Assez, ouais. Imagine la scène pour un vieux dignitaire romain habitué à la République. Pour approcher l'empereur, il faut désormais se jeter face contre terre. S'allonger par terre, littéralement. Voilà, refuser de le regarder dans les yeux et ramper pour baiser le bout de son manteau. Le chef de l'État est devenu une entité sacrée, divine. Et la logique derrière ça, j'imagine que c'est de se dire, bon, si l'empereur est un dieu vivant sur Terre, les soldats hésiteront peut-être un peu plus avant de le poignarder sous sa tente pendant la nuit. C'est clairement l'idée, oui. Sauver sa peau par la sacralisation. Et pour être vraiment sûr de casser le pouvoir de ces généraux un peu trop ambitieux, Dioclétien, puis son successeur Constantin, ils vont appliquer une règle d'or stricte. Et laquelle? La séparation totale, étanche, du pouvoir civil et du pouvoir militaire. Avant, un gouverneur de province, il gérait l'administration, les impôts, et il commandait les troupes. Oui, la recette parfaite pour créer un usurpateur qui marche sur Rome. Exactement. Donc désormais, le gouverneur civil, il n'a plus un seul soldat sous ses ordres. Terminé. D'accord, je comprends la logique sécuritaire. Mais c'est là que j'ai vraiment bloqué sur les chiffres pendant nos recherches. Pour diluer encore plus ce pouvoir, il décide de multiplier le nombre de provinces. On passe d'environ 50 à plus de 120 provinces. Ouais, une sacrée inflation administrative.
elles sont elles-mêmes regroupées en structures plus vastes qu'on appelle des diocèses. Mais attends, si on passe de 50 à 120 provinces, ça veut dire qu'on fait plus que doubler le nombre de gouverneurs, de palais provinciaux, de fonctionnaires de la justice, d'argent des impôts. Tu multiplies tout par 2 ou 3, ouais. Et en parallèle de tout ça, l'armée gonfle aussi pour atteindre environ 450 000 hommes. Mais mathématiquement, c'est impossible à financer avec une économie antique, non? Comment ils ont fait pour payer tout ce monde? Ils ont pillé leurs voisins? Ah non, ils ont fait beaucoup plus simple. Ils ont essoré leurs propres citoyens. Aïe. Cette bureaucratie colossale, elle va générer une pression fiscale d'une violence inouïe. Pour financer son grand projet, Dioclétien invente une machine à percevoir les impôts qui est implacable. Ça s'appelle la capitatio iugatio. Ça sonne bien technique, ça. C'est quoi? En fait, c'est un système croisé. L'État taxe à la fois le capital humain, donc chaque tête de travailleur agricole, la capitatio, Ok. et le capital foncier, donc chaque lopin de terre cultivable, l'iugatio. L'État impérial y fait ses calculs de haut en bas, c'est très vertical. Genre un budget prévisionnel? Voilà, il décide en début d'année, j'ai besoin de tant de millions pour l'armée et l'administration cette année. Il divisait cette somme totale par le nombre d'unités fiscales et les provinces doivent fournir l'argent ou les denrées en nature, quoi qu'il arrive. Mais attends, et si un paysan subit une énorme sécheresse, ou une mauvaise récolte, ou s'il se fait piller par une tribu barbare de passage, il fait comment pour payer un quota fixe? La machine fiscale impériale, elle fait pas de sentiment. L'impôt est du point final. Et pour aggraver les choses, la politique monétaire de Constantin va vraiment créer une fracture sociale irréparable. Ah oui, avec sa nouvelle monnaie? Constantin crée le solidus. C'est une magnifique pièce en or pur, extrêmement stable. Et sur le papier, c'est génial. Sauf que le problème, c'est l'usage qui en est fait. Oui, parce que voici comment le piège se refermait sur la population de base. L'État commence à exiger que les impôts soient payés en or pur, donc en solidus. Logique, ils veulent du concret. Mais en parallèle, ce même État, il paie ses propres dépenses locales et la solde de ses soldats avec une monnaie de billon ou de cuivre, le denier. Une monnaie dont il réduit constamment la qualité. C'est le double standard absolu. Exactement. Le paysan de base, lui, il n'a que du cuivre dévalué dans les poches. Mais s'il doit payer ses impôts en or à l'État, il est obligé d'aller acheter cet or aux élites riches qui, elles, le thésaurisent. Et ces élites, elles te voient venir de loin. Tu m'étonnes. Évidemment, elles fixent des taux de change complètement délirants. Résultat des courses, on a une hyperinflation sur les biens de tous les jours pour les pauvres, pendant que les riches sénateurs accumulent l'or à l'abri de la crise. C'est un transfert de richesse massif vers le haut. La classe moyenne antique se fait broyer. Et cette pression, tu vois, qui descend en cascade, de l'empereur vers les gouverneurs, vers les diocèses, elle finit par s'abattre de tout son poids sur le maillon le plus faible et paradoxalement le plus essentiel de l'Empire. La ville? La ville, exactement. Et c'est là que se joue le drame tragique des Curiales. Oh, ce drame des Curiales, c'est peut-être l'aspect qui m'a le plus marqué dans nos sources. C'est tellement révélateur. Les Curiales, ou les décurions, pour ceux qui se demandent, ce sont les notables locaux. Le conseil municipal des cités de l'Empire, quoi. Les élites bourgeoises locales. C'est ça. Et pendant des siècles, faire partie de cette élite, c'était le rêve ultime. Tu t'es respecté, tu finançais les bains publics de ta poche pour avoir ton nom gravé dessus, t'organisais des jeux pour la gloire. Le prestige avant tout. Sauf que, sous le dominat de l'Antiquité tardive, l'État central change complètement les règles du jeu. Rome décide de rendre ses conseillers municipaux personnellement responsables, sur leurs propres biens privés, de la collecte totale des impôts impériaux sur le territoire de leur ville. Et c'est exactement là que le système s'effondre à l'intérieur. Parce que si les impôts calculés par l'État ne rentrent pas, que ce soit à cause des invasions, de l'inflation ou d'une épidémie de peste, le percepteur impérial, il vient taper directement à la porte du petit notable local. Sans pitié. Et il saisit ses champs, il saisit ses esclaves, sa fortune personnelle, juste pour combler le trou. C'est fou. En fait, j'ai l'impression que l'Empire est littéralement devenu une sorte de franchise toxique, tu vois. Une franchise impériale. Types de rentabilité qui sont totalement délirants et inatteignables. Et c'est le directeur de la petite succursale de province qui doit assumer absolument toutes les pertes de sa poche si les clients ne viennent pas acheter ses produits. Ah oui, vu comme ça, c'est très moderne comme angoisse. Résultat immédiat sur le terrain. La terreur absolue. Les sources parlent de la fuite des curies. Les élites locales fuient leur propre ville, certains abandonnent carrément leurs terres et se cachent. Il y en a même qui tentent de s'engager dans l'armée ou dans le bas clergé naissant juste pour obtenir une immunité fiscale tellement ils sont désespérés. C'est dire.
Être maire de sa ville, c'est plus du tout un honneur, c'est une condamnation à la ruine financière. Et en détruisant l'autonomie et la vitalité de ces cités, l'État, il centralise tout. Il a tout aspiré. Et du coup, il se noie complètement dans la microgestion. Ah, la fameuse microgestion. On a plein de lettres qui le prouvent. Prends l'exemple de Pline le Jeune, qui était gouverneur en Bithynie, donc dans l'actuelle Turquie, sous Trajan. Le pauvre, il écrivait constamment à l'empereur pour les trucs les plus absurdes. Genre quoi? Il devait demander la permission impériale officielle pour construire de simples thermes de quartier. Ou, pire, pour savoir s'il avait le droit de former une compagnie de pompiers locaux, genre une petite troupe de 150 hommes avec des seaux d'eau. Une compagnie de pompiers de quartier, validée par l'empereur à des milliers de kilomètres de là? Mais c'est absurde. C'est la centralisation poussée à son extrême. Et j'imagine que toute cette remontée d'informations constante, ça saturait complètement le cursus publicus. Ah oui, le fameux service de poste impérial qui devait galoper jour et nuit pour transporter des lettres sur des pompiers. Et ça a alimenté des bureaux administratifs palatins qui enflaient à vue d'œil. Et au milieu de toute cette lourdeur bureaucratique, le centre de gravité politique, il se déplace pour de bon. C'est vrai. En 330, l'empereur Constantin fonde Constantinople, sur le détroit du Bosphore, une nouvelle capitale. L'Occident, la vieille Rome, passe vraiment en second plan. Et l'empereur y sédentarise son pouvoir dans ce nouveau palais tentaculaire. Et le drame, c'est que pendant que cette cour sédentaire se fige dans ces immenses rituels sacrés, la réalité du terrain, elle rattrape l'Empire de plein fouet. Les crises s'accumulent. Ouais, les guerres civiles incessantes et la ruine économique ont complètement tari le recrutement militaire. Il n'y a plus assez de citoyens romains volontaires ou même physiquement capables de se battre. Ils sont tous ruinés ou en fuite. Voilà. Donc l'État n'a plus d'autre choix que d'externaliser sa propre défense. Encore une solution de sous-traitance. Exactement. Il recrute massivement des tribus barbares entières, ce qu'on appelle les foederati, les fédérés. L'accord, c'est OK, on leur offre des terres à l'intérieur même de l'Empire, et en échange de quoi, ils combattent pour Rome. Mais le hic, c'est qu'ils combattent sous les ordres de leur propre chef germanique. Ah oui, donc l'armée romaine n'est en fait plus romaine du tout. Presque plus non. Ce sont des mercenaires goths, des francs ou des vandales qui défendent les frontières contre d'autres goths, francs ou vandales. C'est un jeu hyper dangereux. Très dangereux. Et ça explique en grande partie la catastrophe absolue de l'an 410. Rome, la fameuse ville éternelle, invaincue depuis 8 siècles, est mise à sac, pillée de fond en comble. Et par qui? Ça, c'est le détail qui tue. Par Alaric, le roi des Wisigoths. Le mec qui, quelques années plus tôt seulement, était un commandant général de l'armée impériale romaine en personne. Le retour de bâton est terrible. C'est le résultat direct d'un système qui a tellement sous-traité sa propre survie qu'il en a perdu tout le contrôle. Le château de cartes s'effondre lentement, lambeau par lambeau, jusqu'à la chute finale en 476 en Occident. C'est une fin douloureuse. Et je pense que si on prend un peu de recul sur ces 500 ans qu'on vient de balayer, la grande leçon qu'on peut tirer de toutes ces sources, c'est que l'Empire romain n'est pas mort d'un coup. Il s'est pas fait assassiner dans son sommeil par des envahisseurs soudains venus de nulle part. Non, ça a été super lent. Il s'est métamorphosé, il a troqué la flexibilité et surtout l'intégration civique du début, sous le Principat, contre l'armure lourde d'un État hyper militarisé, centralisé et écrasant. La bureaucratie de Dioclétien et de Constantin, dans un sens, elle a fonctionné puisqu'elle a sauvé l'Empire de la désintégration totale au IIIe siècle. Oui, ils ont empêché l'hémorragie sur le coup. Mais le remède, il a eu des effets secondaires dévastateurs, à long terme, sur la structure même de la société romaine. C'est là toute la puissance de cette histoire en fait, et pourquoi je pense qu'on l'étudie encore avec autant de fascination. Elle nous montre vraiment le cycle de vie impitoyable des méga-institutions. C'est un avertissement presque. Ouais, on voit très bien comment une tentative désespérée de tout rationaliser, de tout contrôler d'en haut pour repousser le chaos, ça finit ironiquement par étouffer toute la vitalité à la base. Jusqu'à l'asphyxie. Exactement. Ce qui me laisse pour clore cette session avec une réflexion assez troublante pour ceux qui nous écoutent. On y pensait en préparant ça. Si l'immense bureaucratie du dominat, qui était conçue à la base, rappelons-le, avec le noble objectif de protéger le territoire contre l'anarchie. Ouais. Si cette machine a fini par extraire tellement, mais tellement de richesses de sa propre population, au point où à la toute fin, certains citoyens romains ruinés préféraient carrément ouvrir les portes aux envahisseurs barbares. Parce que la domination germanique s'annonçait fiscalement beaucoup plus clémente que les impôts de leur propre empereur. C'est fou d'en arriver là. Mais c'est ça la vraie question.
À quel moment le mécanisme de survie extrême d'une société devient-il, par la force des choses, la cause même de sa propre destruction? Notre petite start-up du début, qui est devenue une immense multinationale rigide, elle n'est peut-être pas morte à cause de ses concurrents finalement. Elle a peut-être fermé ses portes, tout simplement parce que ses propres employés, épuisés et lessivés, ont fini par cesser de croire au projet.